m'appelle Chloé Coco la Renarde. Vous pouvez me retrouver principalement sur Ravelry et sur Instagram quand je pense à poster. Je vous retrouve aujourd'hui pour un focus colorimétrie. Ça fait un petit moment que je vous ai parlé de cette, voilà, cette thématique en fait qui m'intéresse depuis un moment. Je pourrais pas vous dire exactement quand. Et vous m'avez posé quelques questions au fil de différentes vidéos où j'ai pu en parler. Je vous en ai parlé plus longuement en novembre ou décembre dernier lorsque j'ai participé à un atelier colorimétrie au Ch'ti Bazar, qui est un festival de laine qui se déroule près de Lille à Villeneuve d'Ascq. Alors, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent d'habitude. Alors, je vais en profiter pour me représenter parce que finalement, je le fais quasiment jamais. J'espère que ce sera un format relativement court. Je vais m'y tenir parce que j'aurai pas autant de choses. Je vais pas vous montrer des tonnes de choses aujourd'hui. Donc, je m'appelle Chloé, je suis bibliothécaire. J'habite actuellement à côté de Nantes. Je suis passée par le Nord pendant quelques temps. Et donc, je vais faire un petit peu comme d'habitude, je vais vous montrer ce que je porte. Je porte aujourd'hui mon pull Maric de E-Long avec Anna, que j'ai tricoté dans les laines de Léna Mouret. C'était la base, je ne sais plus, une base Mérino. Probablement, je ne sais plus si c'est Mérino nylon ou autre. Voilà, c'était un kit que j'avais testé et je porte un petit pins de E-Long avec Anna aussi. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis c'est la seule chose que je porte faite main. Et donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit truc un peu académique, on va dire. Je vais présenter 3 parties dans cet épisode. En premier lieu, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que la colorimétrie en termes de... Voilà, donner une définition de ce qu'est la colorimétrie, et je vais ensuite vous parler de pourquoi est-ce que je me suis intéressée à la colorimétrie, et la dernière chose dont je vous parlerai, c'est l'atelier colorimétrique auquel j'ai participé avec Marcy. Alors je sais pas si je vais pas écorcher son nom, c'est Flaba ou Flabat. En tout cas, je vous montrerai tout ça. Pour une fois, j'ai un petit peu rédigé pour avoir sous les yeux quelques notes. Et donc, on va commencer par la première partie. Qu'est-ce que la colorimétrie ? Alors, qu'est-ce que la colorimétrie ? Eh bien, si on va chercher une définition sur internet, dans un dictionnaire, là où vous voulez, ce qu'on nous dit de la colorimétrie, c'est la mesure de la couleur. Donc là, on tombe sur des définitions qui sont très, scientifiques. On va vous expliquer que depuis longtemps, on essaye de décortiquer, on va dire, la composition d'une couleur, qu'on va essayer de la mesurer. Bref, on tombe sur des informations qui relèvent plutôt de l'ordre de la physique. Et c'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui, en détail en tout cas. Donc ce qu'on entend par colorimétrie quand on parle de la couleur, et notamment d'un point de vue vestimentaire, maquillage, morphologie, il y a plein de choses. Je vais pas rentrer dans le détail, l'idée c'est pas de vous expliquer jusqu'au cœur de la colorimétrie. Je suis pas du tout une spécialiste, l'idée c'est simplement de vous donner quelques clés pour que vous puissiez ensuite aller faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Donc la première question qu'on peut se poser quand on met des vêtements, c'est est-ce que la couleur me va ou pas ? Et c'est vrai que assez rapidement, on se rend compte qu'il y a des couleurs qui nous donnent meilleure mine ou qui nous donnent plus le moral. En fait, c'est tout un ensemble de petits critères un peu subjectifs comme ça qui font que on va aller naturellement vers certaines couleurs et on va en écarter d'autres. Pour ma part, j'ai toujours eu du mal avec le blanc, par exemple. Et je ne me suis pas mariée en blanc et je porte vraiment très peu de blanc. Parce qu'en fait, c'est une couleur qui me pose vraiment question. Et il en est de même pour le beige. Donc j'en porte un petit peu de temps en temps parce que c'est un peu incontournable. Hein. Ça fait partie des couleurs qu'on appelle basiques. Par contre,
Autant j'ai du mal avec le blanc, autant le noir, depuis que je suis vraiment très jeune, voire même petite, le noir c'est un peu une couleur réconfort. Donc voilà, si vous vous posez déjà un peu ces questions, c'est que vous avez remarqué que certaines couleurs vont mieux que d'autres. Donc la première chose finalement qui va entrer dans cette notion de colorimétrie, c'est l'harmonie des couleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, ça n'a rien à voir ça n'a pas qu'à voir avec la physique, c'est aussi, si on s'intéresse à la peinture, si on s'intéresse à l'art en général, on voit qu'il y a des couleurs qui nous interpellent plus que d'autres, et ça peut varier vraiment d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que plus récemment, on va dire vers le début du XXe siècle, des personnes se sont penchées vraiment sur les harmonies de couleurs, notamment appliquées aux vêtements, dans la teinture par exemple, et on va dire là, je m'appuie sur quelques lectures que j'ai pu faire un peu à droite à gauche en allant chercher un peu sur internet, mais aussi une vidéo que je vous recommande notamment si vous êtes à l'aise en anglais, mais vous pouvez très bien mettre les sous-titres. C'est une chaîne YouTube que j'aime bien regarder régulièrement de Nicole Rudolph. C'est une américaine qui fait notamment de la reconstitution de costumes. Et je vous en avais déjà parlé au tout début quand j'ai commencé cette chaîne YouTube. Je m'intéresse notamment à l'histoire du costume et il y a plusieurs chaînes YouTube que j'aime bien suivre et Nicole Rudolph en fait partie. Elle a publié une vidéo il y a plusieurs mois de ça qui s'appelle The Controversial History of Colorimetry, et en fait c'est une vidéo qui va revenir sur l'histoire de la colorimétrie. Et j'ai appris beaucoup de choses là-dedans et que j'ai pu recouper par la suite avec la lecture de quelques articles, etc. Et là-dedans, ce qui ressort, c'est qu'en gros, il y a un peu deux périodes qui ont été assez phares. C'est le début du XXe siècle avec justement l'élargissement des couleurs des vêtements qui ont été proposés, parce que ce qu'elle explique très bien, c'est que pendant un certain nombre de siècles, d'années, au final, la couleur est choisie pour la rareté du pigment. Donc c'est le cas notamment au Moyen-Âge, lorsqu'on utilise du bleu, du rouge. Le bleu particulièrement, c'est une couleur qui tient moins bien que d'autres, qui demande des pigments assez précis. La pourpre aussi. Dans l'Antiquité, la couleur pourpre, c'est la couleur impériale et c'est pas pour rien. Donc ça, on voit que depuis longtemps, il y a certaines couleurs qui sont associées à des notions de pouvoir, des notions représentatives. Et en fait, il y a aussi un panel de couleurs qui peut être un peu plus restreint, juste parce que en utilisant des plantes, on n'a pas forcément la même saturation de couleurs. Voilà, ça demande plus de pigments, ça demande un travail plus long aussi, donc il y a des couleurs qu'on retrouve et des couleurs qu'on ne voit pas. Par exemple, les couleurs fluo, ça n'existe pas vraiment dans le vêtement avant l'époque moderne. Ce qui change, c'est aussi la chimie au final. Lorsqu'on inclut la chimie dans la création des couleurs, on se rend compte que déjà on peut avoir un panel beaucoup plus varié, et puis surtout auparavant on n'avait pas forcément cette notion de est-ce que la couleur me va ou pas, mais de la même façon on utilisait certaines couleurs parce que c'était des couleurs à la mode à un certain moment, ou alors parce que on avait réussi à trouver des nouveaux pigments pour avoir une couleur plus saturée, etc. Et en même temps, il y a aussi des choses très dangereuses dans la couleur. Ce qui est très très connu, c'est notamment l'arsenic, pour avoir ce coloris vert très profond qu'on retrouve beaucoup à l'ère victorienne et qui est en fait un poison, hein, parce que du coup porter un vêtement qui a été teint à l'arsenic, dans lequel on va transpirer, qu'on va porter à même la peau, je vous laisse imaginer les dégâts.
Il y avait aussi, l'arsenic était aussi utilisé notamment dans des couleurs de tapisserie et autres, et en fait en chauffant, ça pouvait dégager du poison. Donc voilà. Donc ça peut être, si ça vous intéresse, ça vous ouvre un champ de découverte infini, puisque les couleurs sont, voilà, le travail de la couleur, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Bref, pour en revenir à cette vidéo de Nicole Rudolph, et il y a donc deux moments qui sont présentés, un et deux ouvrages en particulier. Donc un ouvrage, là je ne me risquerai pas à vous redire exactement de qui il s'agit, je vous invite à aller regarder la vidéo, mais en gros c'est je ne sais plus si c'était un teinturier ou un artiste, mais en gros l'idée c'était que un homme a publié un ouvrage notamment sur les couleurs appliquées notamment à l'industrie textile, donc à la teinture de tissu. Et il y a un autre ouvrage, on va dire, qui a marqué un peu cette histoire de la colorimétrie, c'est celui d'une femme qui s'appelle Carol Jackson, qui a publié dans les années 70 un ouvrage qui s'appelle Color Me Beautiful. Et donc en fait ça inclut ce qu'on va voir beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de colorimétrie saisonnale ou saisonnière. En tout cas, on va parler de palette de saison. Donc ça c'est important parce qu'en gros je vais vous en parler après dans la deuxième partie, parce que c'est ce que vous allez le plus facilement retrouver sur Pinterest, sur internet. En gros, je vous ai dit aussi qu'il y avait plusieurs critères physiques qui rentraient en ligne de compte dans la colorimétrie. Les principaux, c'est la couleur des cheveux, la couleur des yeux et le teint, la couleur du teint. Alors ça s'applique à tous les types de peau et donc toutes les couleurs de peau, tous les types et couleurs de cheveux. Évidemment, si vous avez les cheveux teints avec des couleurs un peu moins naturelles que celles qui existent, ça va aussi avoir un impact. Que vous ayez les cheveux clairs, foncés, ça va vous aider déjà à choisir un peu, mais vraiment la teinte va jouer, donc c'est important aussi de prendre ça en ligne de compte. Et le fait qu'à un moment vous ayez les cheveux colorés, puis à un moment les cheveux par exemple naturels et voire même blancs, parce que quand on vieillit, évidemment, on a aussi les cheveux qui blanchissent ou qui grisent. En tout cas, ça va forcément changer. En fait, ça va changer notamment les contrastes. Donc c'est une histoire aussi de contraste. Ensuite, on va prendre en ligne de compte plusieurs critères dans les couleurs. Donc ça, c'est ce que vous allez beaucoup retrouver dans les palettes saisonnales ou saisonnières. C'est la notion de couleur chaude, couleur froide ou neutre. Ça dépend en gros de votre niveau de contraste au niveau de votre visage. Donc entre vos cheveux, vos yeux, votre teint là, ou la teinte de votre peau. Et en gros, il y a des choses qui vont... vous allez peut-être avoir beaucoup de contraste sur le visage, et donc les couleurs froides et les couleurs chaudes vont avoir un impact, ou vous allez peut-être avoir les deux types de couleurs qui vous iront bien, si vous avez un côté plus neutre. Dans mon cas, c'est très marqué, très tranché. Je vous en reparlerai dans la troisième partie. Il y a donc plusieurs sites que vous pouvez retrouver, donc je vous mettrai tout un ensemble de petits liens qui vous renverront vers des contenus. Ça n'a rien d'exhaustif, je vais vous donner des liens vers ce vers quoi moi je me suis orientée. Évidemment, il en existe énormément. Après, voilà, moi j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches, notamment sur Pinterest, pour trouver des palettes. L'autre site sur lequel je me suis beaucoup appuyée, c'est The Concept Wardrobe, qui est un site américain. J'y suis arrivée parce qu'en fait, je suis partie de Pinterest en trouvant des palettes. J'ai trouvé les liens qui renvoyaient directement vers le site, et là, ça m'a permis d'accéder à des articles plus complets qui incluaient notamment la palette qui m'intéressait sur Pinterest, mais qui m'a permis de trouver aussi d'autres informations. Donc en gros, si vous voulez faire des recherches sur internet, là c'est mon petit côté bibliothécaire qui parle, vous avez un certain nombre de mots-clés qui vont vous permettre de retrouver des sites internet,
des images. Donc le premier c'est colorimétrie, vous allez avoir aussi saison colorimétrique, où vous pouvez utiliser colorimétrie plus la saison qui vous intéresse. Donc par exemple colorimétrie hiver, colorimétrie printemps, colorimétrie été. On rentrera un tout petit peu plus dans les détails sur certaines palettes, parce que vous allez avoir la palette principale qui est la saison, donc été, automne, hiver. Et dans ces 3 saisons, vous allez avoir 3 sous-catégories ou déclinaisons. Et là, ça peut avoir des noms un peu variés. Alors ça peut être... alors je les connais plus en anglais, mais c'est à peu près la même chose en français. Il va y avoir dark, cool, soft. Voilà, vous pouvez avoir trois choses comme ça. Vous pouvez avoir deep, dark et light. Vous pouvez avoir voilà, différents termes utilisés. C'est principalement en anglais parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus. En gros, vous allez avoir plutôt du sombre, lumineux et pâle, hein, à peu près. En gros, c'est ce que vous allez retrouver. Ça va avoir une incidence sur les tons de couleurs que vous allez retrouver dans les différentes palettes. Alors, maintenant que je vous ai présenté ce que c'est que la colorimétrie appliquée notamment à une tenue vestimentaire ou à du maquillage, hein, parce que, comme je le disais, ça va avoir une incidence. En fait, comment j'y suis venue? Eh bien, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je fais et de la couture et du tricot, et j'aime beaucoup réfléchir mes tenues en fonction d'un, comment dire, sous forme un peu de capsule, mais surtout depuis un certain nombre d'années, j'essaie de réfléchir ma garde-robe en fonction des couleurs pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de vêtements que je puisse porter les uns avec les autres. Alors ça ne veut pas dire que tous mes vêtements vont ensemble, mais j'ai tout un ensemble de vêtements qui vont aller les uns avec les autres et que je vais pouvoir mélanger. Alors, ça fait rentrer en ligne de compte pas mal de choses. La première, c'est les formes de vêtements qui me vont. Donc ça, c'est, on va dire, c'est plutôt de la morphologie, mais ça rentre en ligne de compte quand on fait de la couture et du tricot, puisque l'intérêt de faire de la couture et du tricot, pour moi, la première chose qui m'a amenée à le faire, c'est parce que dans les vêtements du commerce, je ne trouvais pas le style que j'aimais bien, ou alors je trouvais que c'était peu accessible. Quand j'étais plus jeune, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement les vêtements plus rétro ou les vêtements un peu gothiques. Et ça coûtait vite très cher et il n'y avait pas forcément beaucoup de possibilités d'acheter. C'était un moment où Internet n'était pas non plus aussi développé qu'aujourd'hui, avec des possibilités d'achat hors de France ou hors on va dire Union Européenne. Là c'était pas toujours évident. Et en fait, mon autre problème, c'était le saillant des vêtements que je pouvais trouver en magasin. Donc quelquefois, la forme me plaisait pas du tout, ça ne m'allait pas du tout, ça baillait quelque part, ça serrait à un autre endroit, ou alors les couleurs ne me plaisaient pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah finalement, puisque je ne trouve pas ce que je cherche et ce dont j'ai besoin dans le commerce, peut-être que je peux faire moi-même mes vêtements. Du coup, moi je suis venue à la couture comme ça, et à l'époque des blogs, je suivais Éléonore Klein, qui est derrière la marque Dear Endo, que vous connaissez probablement, que vous avez vu dans un certain nombre de mes projets couture, si vous me suivez depuis un petit moment, puisque j'aime beaucoup cette marque. Elle a en tout cas un certain nombre de patrons qui ont cette couleur rétro que j'aime énormément. Donc pour celles et ceux, alors il n'y a pas beaucoup d'hommes par ici, ou en tout cas ils ne se sont pas manifestés, donc je vais me permettre
de dire celle, ou en tout cas de m'adresser principalement à des femmes. Si jamais il y a des hommes, n'oubliez pas de vous manifester. Si c'est celles qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que j'aime énormément les formes et la mode des années 20 globalement jusqu'aux années 50-60. À partir de 60, ça commence à être un petit peu moins mon truc. Ça ne m'empêche pas de mettre des vêtements modernes, hein, c'est la preuve aujourd'hui, j'ai un pull et une jupe en jean. Et j'étais très intéressée par le blog d'Éléonore Klein qui a fait, je sais plus comment ça s'appelait, c'était Capsule Wardrobe ou quelque chose comme ça. The Wardrobe Project, je crois, c'était quelque chose comme ça. J'essaierai de vous retrouver le nom, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je pense qu'on doit pouvoir encore, peut-être qu'on peut encore retrouver son blog, hein. Il y a des articles très intéressants. En gros, ça vous permet de prévoir des capsules vestimentaires. Alors quand on parle de capsules vestimentaires, en fait on entend un certain nombre de pièces qui vont toutes aller plus ou moins ensemble. En gros, ça va vous permettre de créer un certain nombre de tenues différentes en ayant un nombre de pièces limité. Alors moi je vais pas jusqu'à ce stade poussé de la garde-robe capsule, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire c'est de justement choisir des couleurs qui vont ensemble. Les formes globalement vont ensemble puisqu'elles sont adaptées à ma morphologie, mais il y a des robes qui n'iront pas avec certains gilets ou certains pulls, tout simplement parce que selon la forme de la robe, donc si c'est par exemple une robe trapèze, on peut avoir un gilet plus long parce que la taille n'est pas marquée. Mettre un gilet crop avec une robe crop, c'est bien, enfin une robe qui a la taille marquée, c'est bien. Mettre un gilet très long avec une robe qui a une taille marquée, ça casse un peu la silhouette. Donc en fait, il va y avoir ça qui va rentrer en ligne de compte dans ma façon de concevoir ma garde-robe capsule. Donc lorsque je choisis des modèles de tricot, des patrons de couture, en fait, je réfléchis notamment à ça, c'est avec quoi je vais les porter. Je me suis un petit peu éloignée du sujet colorimétrie, mais c'est parce qu'en fait tout ça, ça fait partie des raisons qui m'ont amené progressivement à la colorimétrie. Donc j'en reviens aux formes de vêtements que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais tendance à utiliser des patrons, des tissus que je trouvais super beaux mais que je n'arrivais pas à mettre. Donc ça fait un petit moment aussi que vous m'entendez parler de portabilité des vêtements que je vais coudre, à savoir pouvoir les remettre dans d'autres contextes. Donc typiquement les mariages ou les grandes occasions, c'est le moment où on veut se lâcher, je me lâche, et je pense que je suis pas la seule, mais où je me lâche un peu, où je me dis oh, je veux une grande robe avec tel tissu, ça sera génial. Oui, mais du coup, ce sont des robes que je n'ai quasiment jamais remises. Donc ça, c'était premier constat dans ce que je cousais au début. Le deuxième constat, c'est j'ai choisi un super joli tissu qui ne va avec rien d'autre. Donc par exemple, j'ai dû tricoter exprès un gilet pour aller avec parce que je n'avais aucun gilet qui n'allait avec. Donc c'est super d'avoir fait ça, mais en fait c'est une tenue unique. C'est-à-dire qu'en fait ce gilet, par exemple, je ne peux le mettre qu'avec cette robe parce que cette couleur ne va avec aucune autre couleur de ma garde-robe actuelle. Donc ça m'a poussée à me dire ok, j'ai ce gilet, j'ai cette robe, ce sont des pièces que je peux mettre ensemble, mais c'est un peu dommage de ne pouvoir mettre ce gilet qu'avec cette robe. Donc je vais commencer à réfléchir à quoi mettre avec ce gilet-là. Alors c'est à ce moment-là que je vais voir dans les tissus que j'ai déjà et que je commence à regarder qu'est-ce qui va avec quoi. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. J'ai acheté l'été dernier, non, il y a 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, ce ravissant tissu. J'en ai un grand coupon, donc je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà, vous avez un motif. Donc ça compte aussi, hein, les motifs. Alors, je suis pas, je me suis pas encore vraiment penchée encore sur la notion de motif, mais ça peut, vous allez trouver des informations notamment sur le site The Concept Wardrobe dont je vous parlais. Le côté motif, la taille des motifs, les couleurs, etc. vous allez trouver. Donc voilà, j'ai acheté ce tissu,
Je suis super contente, je me dis génial. Alors je ne sais pas encore, je savais pas encore ce que j'allais faire dedans. J'ai pris globalement de quoi me faire une blouse et un vêtement pour Asilis, donc pour ma fille. J'ai acheté ce tissu, mais je n'ai pas vraiment de gilet ou de pull à mettre avec là comme ça. Et je vais vous montrer un autre achat que j'ai fait, ça c'était l'année dernière au Bigoudelaine. J'ai acheté ces magnifiques échos chez l'atelier teinture. Voilà. Donc c'est un vert qui va aller avec une robe que j'ai. Une robe que j'ai dans un tissu atelier brunette que vous pouvez retrouver dans les vidéos. Je pense qu'un des premiers épisodes que j'ai posté, je porte cette robe. C'est un tissu atelier brunette beige avec des fleurs qui ont des coloris camel et un peu vert comme ça et un peu vert d'eau. J'ai acheté ces laines pour aller avec cette robe, mais je me suis rendu compte que ça irait très très bien avec ce tissu. Et bien typiquement, c'est la façon dont maintenant je réfléchis aussi ma garde-robe. Donc l'idée c'est de me dire, cette laine, je l'ai achetée pour aller avec une robe que je ne mets pas beaucoup parce qu'en fait elle est longue et surtout je n'ai pas de gilet vraiment adapté pour aller avec puisqu'elle a la taille marquée. Il s'agit de la robe, je crois que c'est la robe Magnolia, non, je ne sais plus, peu importe. C'est une... Comme elle a la taille marquée, en fait, il va me falloir un gilet qui marque cette taille. Sinon, c'est un peu dommage, ça casse la longueur de la jupe et la silhouette. Donc en gros, je vais plutôt choisir un modèle de gilet crop. Mais je souhaite faire une blouse dans ce tissu. La question, c'est quelle est la forme de la blouse que je vais choisir et avec quoi je vais porter cette blouse pour pouvoir porter le même gilet qui va aller avec la robe et avec cette blouse. Voilà, en gros, c'est la façon dont je réfléchis ma garde-robe maintenant. Donc en fait, l'idée c'est de temps en temps, je sors un petit peu tout ce que j'ai, ou en tout cas je regarde ce que je mets le plus, je regarde aussi ce que je ne mets pas, ou très peu, et j'essaye de faire en sorte que les vêtements qui sortent très peu de mon placard sortent davantage. Ce qui va vraiment être important, c'est quelles sont les couleurs qui mettent mon teint en valeur. Et donc j'ai remarqué déjà avant même de faire l'atelier colorimétrie dont je vais vous parler, qu'il y avait des couleurs que j'aimais beaucoup, notamment le bleu marine, le bordeaux, j'aimais beaucoup le jaune moutarde, et en fait ces couleurs vont ensemble. Et en cherchant justement les palettes de couleurs, après l'idée c'est de trouver des couleurs qui me plaisent, des couleurs dans lesquelles je me sente à l'aise, et des couleurs qui me vont tout court. Et lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur les palettes colorimétriques, et notamment les palettes de saison, assez rapidement, je me suis tournée vers la palette automne, alors c'est Dark Autumn. Donc c'est une nuance de couleur automnale foncée. Mais en fait, cette palette de couleurs, voilà, en fait, c'est l'occasion de pouvoir imaginer davantage d'associations, de pouvoir aussi passer d'une garde-robe automne-hiver à une garde-robe printemps-été, tout en conservant des pièces qui soient toutes saisons. Et parce que par exemple le bleu marine peut rester une couleur à la fois d'hiver et une couleur d'été, mais pas associé avec forcément les mêmes couleurs qu'en hiver. Donc on peut très bien imaginer par exemple du bleu marine avec un vert un peu lagon, enfin un bleu vert lagon, on peut imaginer avec du corail, plutôt pour le printemps-été, alors qu'en hiver, on peut l'imaginer davantage avec du vert foncé, du bordeaux, voilà. L'idée, c'est de se dire que dans cette palette, on peut aller piocher différentes couleurs dans tout ce qui est proposé, et ensuite de pouvoir les assortir. Et ça va m'amener à la troisième partie de ce petit focus, à savoir
l'atelier colorimétrie entre la palette que j'avais imaginée et donc la palette qui correspond vraiment à mon teint, à mon type de caractéristiques physiques, on va dire. Qu'est-ce que ça donne? Troisième et dernière partie de ce focus colorimétrie. Eh bien, qu'a donné l'atelier. Donc l'atelier auquel j'ai participé avec Marcy. Donc je vous montre son petit logo. Donc je vous mettrai son compte Instagram dans la description. Donc comment ça s'est passé? Il y avait deux formules d'atelier possibles, un atelier d'une demi-heure je crois, et puis un atelier d'1 heure. Moi j'ai choisi un atelier d'1 heure parce que j'avais vraiment envie d'aller un peu au bout de la démarche et voilà, vraiment de pouvoir tester. Et comment ça se passe? Eh bien, on se retrouve devant un miroir. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas être maquillé quand on y va. Et en fait, on va mettre sous le visage des foulards en fait, qui vont venir couvrir les vêtements. Et l'idée, c'est d'avoir des alternances de foulards. Donc en fait, on met 2 foulards qui ont des teintes ou des luminosités ou comment dire, voilà, des nuances qui vont être différentes. Et le principe, ça va être de mettre les deux et d'en enlever un, de le remettre et de voir en fait comment ça marche. Alors, scoop, je n'ai pas du tout une palette d'automne. En tout cas, ce ne sont pas les couleurs d'automne qui me vont le mieux. Et je dis ça de façon tout à fait convaincue, puisque lorsque Marcy a commencé à mettre les foulards, avant même de le faire, elle m'a demandé un petit peu ce que je savais de la colorimétrie, vers quoi j'allais. Donc je lui ai dit, bah, j'ai l'impression que globalement, ces couleurs-là me vont plutôt pas mal. Donc je crois que j'ai parlé du jaune moutarde, du noir aussi je crois, et du bleu marine, enfin voilà, de quelques couleurs que je mets vraiment beaucoup. Elle m'a dit d'accord, mais très bien, on va faire l'essai. Et en fait elle a choisi 2 foulards de couleur. Je crois qu'elle a pris un clair et un foncé, ou 2 foncés, chaud et froid. Je crois que c'était ça, 2 foncés, chaud et froid. Et je crois que c'était du rouge, donc il y avait un rouge chaud et un rouge froid. Et en fait, elle les a mis l'un par-dessus l'autre, je sais plus dans quel ordre, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et l'idée, c'est que elle m'a demandé de regarder, elle a enlevé, elle m'a dit est-ce que tu vois une différence? Alors c'est très difficile au départ de voir la différence parce qu'on ne sait pas trop regarder, enfin en tout cas c'était mon cas, je ne vais pas faire une généralité, j'ai eu du mal au début à savoir s'il y avait une différence entre les deux. Et puis petit à petit, on se dit ah peut-être que ça va mieux avec celle-ci qu'avec celle-ci, et comme je fais quand même la différence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, je commençais à me dire que a priori c'était pas la couleur chaude qui m'allait le mieux. Et donc en fait, Marcy n'est pas là du tout pour influencer au départ, elle m'a vraiment fait constater, donc je suis vraiment convaincue que cette palette est une palette qui me va mieux que celle que je pensais, celle vers mon cœur tend. Donc le principe, c'est que elle a d'abord mis couleur chaude et couleur froide, ensuite on a mis du foncé et du clair, et on a fini par du mat et du lumineux. Donc sur l'atelier d'1 heure, franchement c'est passé très très vite parce que le temps déjà qu'on se rende un petit peu compte, qu'on essaye de faire l'œil, ça prend déjà un petit peu de temps. Je pense qu'on a bien dû passer un quart d'heure facile, juste pour que je commence à voir un peu les différences au début. Il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres, et c'est très variable en fonction des personnes. Moi, ce qui a été flagrant, c'est que les couleurs, donc les couleurs sombres me vont beaucoup mieux que les couleurs claires. Dès que je mettais des couleurs claires, en fait, ça me donnait un côté un peu éteint, un peu malade, un peu palote. Et donc en fait, il y a des personnes pour qui la différence entre foncé et clair n'est pas si marquée. Et ce que Marcy m'a
donné comme indication, c'est... Moi je pensais que c'était mes cernes, hein, parce que en fait elles sont assez marquées quand j'enlève mes lunettes. Là je suis maquillée, j'ai de l'anti-cernes, mais sinon on voit qu'elles sont assez marquées et elles sont plutôt foncées. Donc je me focalisais un petit peu sur ça parce que je n'avais pas mes lunettes hein, au moment où on a fait les essais. En fait, ce qu'elle m'a dit de regarder, j'étais un peu surprise, c'était de regarder au niveau de mes tempes et au niveau du bas de mon visage, donc au niveau du contour du visage et au niveau des traits qui sont ici, qui marquent en fait la, la bouche, enfin autour de la bouche et du nez. Et c'est vrai que en fonction des couleurs, soit le contour était un petit peu flouté, alors c'était très subtil, c'est vraiment au bout d'un certain temps parce qu'elle m'a vraiment dit essaye de regarder et en changeant les couleurs. Et en fait, c'est vrai que selon les couleurs qu'elle mettait, eh bien, soit l'ovale de mon visage était un petit peu plus net, soit on voyait beaucoup plus les marques ici, alors qu'avec d'autres on les voyait moins. Et au niveau des tempes aussi, alors là c'est peut-être l'endroit où j'ai pas trop réussi à voir, mais c'est vrai que ça donnait un côté plus lumineux de temps en temps, au moins lumineux. Alors, sans plus attendre, je vous montre ma palette de couleurs. Donc il s'avère que je n'ai pas du tout une palette, on va dire, de couleurs chaudes, mais une palette de couleurs froides. Donc déjà ça c'était un peu le... c'était un peu le choc. Alors le choc est pas trop non plus parce que au final dans cette palette il y a des couleurs que j'utilise déjà beaucoup. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'il y a du noir, donc ça c'est une couleur que je mets beaucoup et c'est vrai que quand je la mets en général c'est plutôt flatteur. Il y a également le bleu foncé, bleu marine. Pareil, en fait c'est une couleur que je mets déjà pas mal. Donc pas de surprise. Il y a également des rouges. Alors en gros, il faut que j'aille vers les rouges froids, ou en tout cas des rouges dans lesquels il y a du bleu. Donc le bordeaux, ça va, ça va. Même si c'est un peu à la limite du chaud, ça passe encore. Et globalement, tout ce qui va être rouge, rouge avec un nom de fruit, globalement, de ce que me disait Marcy, m'ira mieux. Donc par exemple du rouge cerise, du rouge fraise, voilà, du rouge bois, enfin fruit des bois, des choses comme ça. En gros, dès que c'est un rouge dans lequel il y a un peu de bleu. L'autre chose, c'est qu'il y a des roses. Alors, le rose, globalement, j'aime énormément le coloris vieux rose. Le seul problème, c'est que, comme vous pouvez le constater en haut, ma palette s'appelle froide, lumineuse et sombre. Le problème du vieux rose, c'est que c'est pas lumineux, c'est plutôt mat. Donc là, on va avoir une opposition froid-chaud, ensuite une opposition lumineux-mat et une opposition sombre-clair. Donc en gros, tout ce qui est mat, c'est-à-dire qui ne flash pas un peu ou qui n'est pas soutenu en termes de couleurs, c'est-à-dire des couleurs un peu plus éteintes, un peu plus douces, ça n'ira pas. Donc en gros, ça explique pourquoi est-ce que le vieux rose, c'est pas très flatteur pour moi, ou les couleurs pastel, donc le vert d'eau, que j'aime beaucoup aussi, mais qui ne me va pas du tout. Je peux pas les mettre proche de mon visage parce que ça va tout de suite me donner l'air malade. Enfin, je peux, mais ça me donnera l'air malade. Et la dernière chose, c'est sombre. Donc ça veut dire qu'en gros, toutes les couleurs pâles, et les couleurs claires en général, donc le beige, le blanc ne me vont pas non plus. Ça me donne justement l'air un peu éteinte, un peu malade. Donc en fait, ça compte vachement. Le constat du mat sur ma peau, c'était assez flagrant aussi. En fait, ça met comme un filtre un peu grisé sur mon visage. Donc on voit davantage les démarcations ici, ça me donne un air un peu fatigué. Et de même que, voilà, ça fait à peu près le même effet que les couleurs pâles. Donc au final, avec ça, qu'est-ce que je fais? Parce que vous voyez que globalement, il y a des couleurs que vous n'avez pratiquement jamais vues dans ce que je vous ai montré. Il y a des... Donc finalement, il y a toute une palette de violet rose que j'ai jamais trop utilisée. Alors ça, c'est vraiment un violet, j'aurais même pas tenté. Le rose, alors il s'avère que j'ai du rose fuchsia, un rose soutenu, et vous pouvez voir qu'aujourd'hui je porte un rouge à lèvres fuchsia.
c'est nouveau et du coup je teste un peu ces couleurs. Donc, vous voyez que j'ai aussi des verts. Alors cette couleur-là, j'ai jamais trop réussi. Marcy a essayé de me dire ce que c'était, mais au final, c'est un genre de beige, un beige un peu froid, foncé. Enfin, du coup, ça ressort pas bien sur la petite carte, mais en gros, c'est une sorte de beige. Donc j'ai du gris, du noir, j'ai du vert, du bleu et du violet et du rouge. En gros, des rouges. Euh, alors, typiquement, là, ce sont des couleurs que je découvre. Ça aussi, j'aurais jamais trop pensé que ces couleurs-là m'allaient. Et celles-ci, alors les roses un peu fuchsia, voilà, les violets en gros, à part celui-là que je pensais être plutôt dans ma palette, hein, parce que j'ai déjà porté du violet, ça fait longtemps que je n'ai pas porté parce que j'ai plus de vêtements comme ça et que j'ai pas pensé à acheter des tissus comme ça. Mais en gros, voilà, sur cette palette, il y a quand même pas mal de couleurs voilà, que je mets pas du tout. Alors en revanche, le vert forêt, oui, le bleu marine, oui. Donc un rouge foncé comme celui-ci, là, c'est de là, oui. Des bleus, on va dire bleus un peu plus jean aussi. Mais vous voyez que là, globalement, il y a quand même des panels de couleurs qui sont à exploiter. Et le gris. Ça va m'aider aussi un petit peu parce que j'avais du mal à trouver des gris qui aillent. Donc maintenant je sais qu'il faut des gris froids mais foncés, pas clairs. Parce que du coup clair c'est pas top. Donc je peux aller chercher vers du chiné, des choses comme ça. Alors quid de ma palette d'automne du coup, celle voilà, qui plaît le plus à mon cœur. Alors, ce que ça veut dire la colorimétrie, encore une fois, c'est que évidemment je ne vais pas me débarrasser de tous les vêtements que j'ai cousus, les vêtements que j'ai tricotés, et qui ne sont a priori pas les plus flatteurs pour moi, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à la palette que je viens de vous montrer. L'idée c'est pas du tout ça n'est pas du tout de tout éliminer, c'est plutôt de à partir de ce que j'ai déjà et à partir des couleurs aussi qui me plaisent, parce que je ne vais pas arrêter de mettre des couleurs automnales juste parce que c'est pas dans ma palette. L'idée, ça va être de trancher. Donc, je vous ai parlé un peu de mon rouge à lèvres tout à l'heure. Et ben, typiquement, le maquillage permet de, comment dire, de corriger un petit peu l'effet terne que pourraient me donner certaines couleurs. L'idée, ça va être d'accentuer sur un maquillage plus peps. Donc, typiquement, mettre un rouge à lèvres qui soit dans ma palette de couleurs, ça aide. Mettre un blush aussi qui est dans ma palette de couleurs, ça aidera. Donc, typiquement, ça, il va falloir que j'aille chercher dans des couleurs froides. Pour le rouge à lèvres, globalement, les couleurs que j'utilisais jusqu'à présent, à savoir des rouges lit de vin, etc., ça va. Ça va plutôt bien. Ce qu'il faut que j'évite, ce sont des orangés, mais ça, j'aimais déjà pas. Donc, c'est en général, côté maquillage, j'étais plutôt dans la bonne palette parce que là, c'est très 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 flagrant comparé aux vêtements. On voit tout de suite si ça fait bizarre ou pas. L'autre chose qui peut aider, c'est en gros de mettre quelque chose sur le cou ou en haut du décolleté qui permette de faire une rupture avec la couleur, on va dire, moins saillante et de donner l'accent. Donc par exemple, lorsque je mets un pull jaune ou orange, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est mettre un t-shirt noir. Alors, éventuellement un col roulé ou mettre un foulard ou faire en sorte que la couleur moutarde ne se retrouve pas forcément sur le haut. Donc par exemple, si je prends un jacquard comme ça, il suffirait juste que mon coloris principal soit dans ma palette et le contrastant dans une autre couleur, par exemple une couleur chaude. Voilà en gros, et une dernière chose, c'est que ça en fait c'est une palette minimale, on va dire, qui donne les grandes familles de couleurs. Ensuite, on peut trouver beaucoup de nuances qui sont différentes. Donc par exemple, dans les... Si je regarde tout ce qui est un petit peu laine, en fait il y a des laines à speckles, il y a des gradients, il y a plein de choses. L'avantage c'est que
quand on va sur des laines un peu nuancées, j'ai trouvé notamment chez Arco Irician, au Ch'ti Bazar, puisque armée de ma petite carte de couleurs froides et sombres et lumineuses, je suis allée voir un peu les stands en fonction de ça. Et donc, vous voyez que par le plus grand des hasards, finalement, au Bigou de laine l'été d'avant, j'ai choisi un vert froid, comme ça, qui en fait est parfaitement assorti à ma palette. Là, en gros, on est sur ce type de vert. Voilà. Donc, en fait, l'idée, ça va être ça. Donc, chez Arco Irician, je suis allée chercher un vert gris froid. Donc, c'est un genre de vert de gris, mais un peu sombre, du coup. Et avec des speckles un peu plus verts. Et donc, je serai entre ça et ça, à peu près. Voilà, donc l'idée après, ça va être d'associer ces couleurs-là et éventuellement comme c'est une palette plutôt sombre, en fait ça va pas correspondre forcément à ce que je recherche, notamment pour l'été. Mais pour l'été, globalement, j'ai plein de couleurs. J'ai du rose, j'ai des bleus un peu froid, un petit peu, comment dire, un peu pétrole. Là, ça tombe bien, j'aime beaucoup cette couleur aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, donc je vais pouvoir l'utiliser. Je peux avoir aussi tout ce qui est un peu bleu canard, vert canard, ces couleurs un peu intermédiaires. Tout ça, en fait, ça n'apparaît pas forcément sur la carte, mais ce sont des couleurs que je vais pouvoir exploiter. Donc pour conclure ce focus colorimétrie, si je dois résumer, donc la colorimétrie, en gros, c'est un outil supplémentaire qui peut vous permettre de réfléchir vos projets complètement différemment et de pouvoir faire en sorte que vous ayez des projets qui non seulement sont durables dans votre garde-robe, mais sont aussi compatibles un maximum les uns entre les autres. L'autre chose, c'est que quitte à faire de la couture et du tricot, et se faire plaisir en tricotant des couleurs et des modèles qui vous plaisent, autant que ça vous permette aussi de vous sentir bien dedans et de vous sentir mise en valeur. Donc la colorimétrie, ça sert à ça aussi. L'idée, c'est quand même de vous faire plaisir parce que c'est pas parce qu'il y a des palettes avec des saisons que vous n'avez que ces palettes-là et qu'en gros vous devez exclure toutes les autres couleurs parce qu'en fait il y a des couleurs complémentaires, des couleurs chaudes qui vont bien avec certaines couleurs froides. Il y a aussi des couleurs que vous pouvez aimer qui ne vous vont pas spécialement au teint mais qui vont aller très très bien dans votre ensemble. Et en fait, ce serait dommage de vous restreindre à des palettes peut-être un peu limitées parce que clairement, quand on est comme moi sur une palette restreinte, c'est-à-dire que moi, en fait, il n'y a que cette palette qui est vraiment adaptée à mon teint, alors que j'ai d'autres copines qui peuvent avoir des palettes, par exemple, froides et elles peuvent avoir lumineux et mat. Ça double le nombre de couleurs qu'elles peuvent utiliser et par exemple clair ou foncé. Et quelquefois entre le clair et le foncé c'est pareil, il n'y a pas de limite. Donc si par exemple la limite c'est d'avoir seulement des couleurs froides, d'un coup vous avez des panels de couleurs beaucoup plus importants. Donc moi j'ai une palette limitée. Ça c'est dû à mes caractéristiques physiques. Mais en fait ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que vous pouvez quand même utiliser des teintes qui ne vous vont pas au teint pour les assortir avec les couleurs qui vous vont le mieux. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était amusant à tourner de mon côté, même s'il m'a fallu un petit peu de temps pour savoir comment j'allais vous présenter tout ça. J'espère que ça vous donnera des idées. Surtout, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis si vous avez envie que je fasse d'autres petits focus comme ça sur ma façon d'aborder les loisirs créatifs et la couture et le tricot en particulier, n'hésitez pas. Je vous prépare également un petit tour de mon atelier. Comme je vous le disais dans mon dernier podcast, j'ai perdu les images, donc il faut que je recommence. Je vais faire quelque chose de différent de ce que j'avais prévu au départ, mais ça sera, voilà, ça sera fait bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt et je vous remercie d'être toujours au rendez-vous. Au revoir!